Je me suis vraiment battu pour l'indépendance de la brasserie Météor. Ma phrase rituelle que j'ai répétée dans tous mes discours, c'est « La brasserie Météor est une brasserie alsacienne, familiale et indépendante, qui veut le rester ». Bienvenue chez Météor. Météor. Il faudrait, je sais pas moi, une chaîne YouTube entière avec 2 vidéos par jour pendant des décennies pour en faire le tour. Météor, c'est ni plus ni moins que la plus grande des brasseries indépendantes et familiales. C'est le plus ancien site brassicole français encore en activité depuis 1640. C'est une histoire de famille qui s'étale sur 8 générations. C'est un logo très réussi où tout le monde voit la météorite mais personne ne remarque le petit houblon à l'intérieur. D'ailleurs, on verra à la fin de la vidéo pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce nom, Météor. C'est plus de 200 personnes, dont 4 cigognes, qui bossent pour sortir 500 000 hectolitres de bière par an. Ça fait une vingtaine de piscines olympiques de 2 mètres. Je vous laisse calculer combien de fois il faut boire la tasse pour tout finir. Et soit dit en passant, 70% des bières commercialisées sont consignées. Comme quoi, c'est possible. Forcément, un colosse comme ça, on a envie d'aller voir ce qui se cache à l'intérieur. Et c'est possible, depuis la création de la Villa Météor. C'est un espace aménagé, moitié expo, moitié bar-terrasse pour chiller au soleil à côté des fontaines et du houblon. Mais surtout, pour découvrir toute l'histoire et les bières de la brasserie. Ah, c'est super agréable, hein. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est pas ça. C'est de vous montrer ce qu'on ne peut pas voir, les endroits où on ne peut pas aller pendant les visites. Et croyez-moi, vous allez pas être déçus. Là, on est début juin 2021 et tout commence à Strasbourg par un petit passage au Météor, le tout nouveau bar de la brasserie pour faire connaissance avec la team autour de quelques bières et tartes flambées. Et comme j'étais en avance, j'en ai profité pour faire des images. Et j'ai quand même réussi l'exploit de filmer Michel Hague, donc la 7e génération à la tête de la brasserie, en étant assis par terre comme un schlag, sans réaliser que c'était lui. En tout cas, que ce soit en terrasse, en intérieur ou au sous-sol, pour les amateurs de match, le lieu est assez exceptionnel. Toute la gamme Météor y est dispo, notamment les créations éphémères comme la Pulplosion framboise à l'époque, et je trouve ça cool qu'un vrai bar Météor ait pu s'installer à Strasbourg. Bref, le lendemain, direction Orfelden, et vous allez voir, dans le paysage, il y a des petits indices qui trahissent la tradition brassicole alsacienne. Saurez-vous les repérer ? En tout cas, quand on arrive chez Météor, eh ben, c'est grand. C'est très grand. En fait, la brasserie a tellement évolué au fil du temps que, comme ils pouvaient pas pousser le village autour, ils ont été obligés de choisir la solution verticale pour s'agrandir. Vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo, ils ont même carrément dû faire un tunnel qui passe sous la route principale. Très rapidement, on tombe dans un dédale d'escaliers, d'ascenseurs, de couloirs, de semi-étages, de caveaux oubliés. En fait, à partir du moment où vous poussez une porte, vous vous sentez un peu englouti par une espèce d'entité gigantesque qui possède sa propre conscience et sa propre volonté. Du coup, avant d'aller plus loin, on va avoir besoin d'un guide. Et vous avez de la chance puisque c'est Édouard Hague en personne qui va nous faire visiter les moindres recoins de la brasserie dans laquelle il a grandi et qu'il dirige aujourd'hui. Ça, c'est ce que tu vas découvrir, mais en gros, on va arriver là à la partie la plus ancienne qui remonte au XVIIe siècle. Et puis petit à petit, ça s'est construit autour. Donc on a ce bâtiment là qui date de 1903. Il y a des gros investissements qui ont été faits tout au début du XXe siècle. Notre silo qui date des années 30. La partie derrière, conditionnement qui a été fait en plusieurs étapes. Années 40, années 50. Les parties les plus modernes datent de 2015. Donc voilà, c'est une construction
sans fin. Et d'ailleurs, tu vas voir, c'est un labyrinthe parce qu'on passe en permanence d'un bâtiment à l'autre. Donc là, on est vraiment dans le lieu familial. Et moi, c'était mon terrain de jeu. Et ma nounou habitait dans un appartement qui est juste au-dessus de mon bureau, qui est maintenant la salle du comité de direction. Et donc moi, ouais, j'ai vraiment gambadé. Et puis à l'époque, il n'y avait pas les mêmes normes de sécurité qu'aujourd'hui. Donc j'ai vraiment gambadé partout. En fait, on appelle cette cour la cour d'honneur. C'est la partie la plus ancienne de la brasserie. D'ailleurs, on voit, elle est conçue comme un corps de ferme parce que c'est ce que c'était au XVIIe siècle. Et pendant des générations, ma famille habitait dans ces deux maisons. Et en fait, à chaque génération, ils changeaient de maison, c'est-à-dire que les uns naissaient dans cette maison et se mariaient, ils allaient dans celle-ci, puis les enfants de cette génération se mariaient puis retournaient dans celle-ci qui a été libérée malheureusement par le décès des grands-parents, enfin voilà. Et ça a duré comme ça plusieurs générations. Donc là, on va arriver dans notre salle de brassage, donc notre seule et unique salle de brassage qui date de 1959. Avant, elle était dans le bâtiment juste derrière et ici, c'était la malterie. En dessous, là, sous nos pieds, il y a 2 étages de germoires. Donc à l'époque, on faisait notre malt ici et on avait ici tout le touraillage pour la malterie. Puis en 1959, donc c'était à l'époque mon grand-père qui dirigeait l'entreprise, a décidé de faire cet investissement assez important d'une salle de brassage extérieur cuivre. Et du coup, ça a de la gueule. Dans la salle de brassage, c'est par ici que traversent les 500 000 hectolitres de bière qu'on fait chaque année. On fait 10 brassins par jour et un brassin, c'est 10 brassins par jour et un brassin, c'est 300 hectolitres. Donc on fait ici dans cette salle de brassage 3000 hectolitres par jour, la cuve à empâter. Ici la cuve à trempe et puis après on fait le mélange pour passer au palier de température supérieure. Une des spécificités de cette salle de brassage, c'est qu'on travaille avec un filtre Meura, donc c'est-à-dire ce filtre vertical à plaque pour enlever les drèches. Ça en fait, ça remplace une cuve filtre. Après la filtration du mou, on passe donc à l'ébullition. C'est la plus grande des cuves. Le rajout du houblon, essentiellement dépelé. T45 ou T90 selon les variétés. On les verse simplement à la main. Dès l'origine, on intégrait un peu de maïs. Mon grand-père disait que ça rendait la bière un peu plus suffiche en alsacien, ça veut dire facile à boire. Ce côté voilà, agréable, facile à boire en incorporant un peu de maïs. Ouais. Donc là, on va aller en fermentation. Il y a pas mal à marcher. Tout a commencé par une sorte de ferme brasserie au XVIIe siècle, donc vraiment au cœur du village. Et on a décidé évidemment de rester sur ce site, mais on a toujours été un peu coincé. On a racheté les parcelles limitrophes dès qu'on a pu, mais on a été obligé de construire en hauteur. Donc cette tour, c'est notre silo. Donc à l'intérieur, on a 9 cellules et chacun de nos brassins utilise 5 tonnes de malt et on en fait 10 par jour. Donc il faut que 50 tonnes de malt arrivent chaque jour en fait. C'est à peu près 2 camions par jour. Je t'amène en fermentation. Ça c'est les tanks qu'on utilise pour livrer la bière au météore. Donc 10 hectos à 1000 litres. Donc là on arrive à la fermentation. Là on a une cave avec des cuves de 400 hectolitres. Et donc j'adore cet endroit parce que là on voit vraiment la bière qui est en train d'être fermentée. Là tu vois les lanternes de bullage donc qui montrent l'activité de la fermentation. Ça permet de... C'est un barboteur en fait. C'est un barboteur exactement, ouais. Ça comment? Là j'ai appelé ça lanterne de bullage. C'est trop bien. Et alors là tu vois la bière, là elle est vraiment en début de fermentation. Donc ici là on a à peu près 9000 hectolitres de capacité de fermentation. Ça c'est des tanks à fond plat. Généralement la pile on la fait plutôt en cylindre conique parce que c'est des quantités un peu plus importantes. Ouais, un endroit que j'aime beaucoup là, c'est le calme de la fermentation. C'est voilà, la bière qui est en train de se créer. Je vais peut-être te montrer dès maintenant la filtration parce que la filtration est juste à côté et la cave de garde est 4 étages plus bas. Donc là on arrive en filtration. Traditionnellement, on filtrait toutes nos bières. Pour nous, notamment une pils, c'est une bière qui est bien limpide, bien filtrée. On cherche cet éclat, notamment sur une pils. Pour moi, c'est important qu'elle soit bien limpide. Il y a des bières dans votre gamme qui sont non filtrées? Oui, bien sûr. La blanche, la Hefeweizen, l'IPA, la bio. Ouais. Bah, aujourd'hui, d'avoir un léger trouble dans la bière, c'est pas du tout un problème. 20 ou 30 ans en arrière, on aurait vendu une pils avec un léger trouble, les gens nous la renvoyaient, hein, sérieusement. Les gens nous disaient bah non, elle est pas bonne, elle est trouble. J'ai souvent tendance à dire que la meilleure bière du monde se situe ici parce que c'est là qu'elle est vraiment fraîche, vraiment terminée. Et on peut goûter du coup les bières qui sont actuellement ici? Ah oui, bah, si ça t'amuse, on peut prendre au fossé. Allez, je vais le faire. Donc c'est comme un tank tampon si tu veux.
juste avant la mise en fût ou la mise en bouteille. Et c'est là que la bière est juste nickel. Il faut que tu goûtes. Tu veux goûter? Cette vue, parce que justement c'est le côté dont je te parlais, un peu labyrinthe. Donc là-bas on voit le jardin de la villa. On voit, ah mais il y a, qui est-ce qui s'occupe des ruches? Ah tiens, il y a l'apiculteur, t'as vu? Vous faites de la terre avec la miel de vos ruches, comme la maison blanche? Non, on n'est pas allé jusque là. Oui, il faudrait beaucoup plus de ruches. Je vais me régaler. Donc là on fait notre bibliothèque où on garde la plupart des échantillons. Comme je te disais, on est en plein village et donc on a construit la partie stockage de l'autre côté de la route. Du coup, il y a un tunnel, on a construit un tunnel sous la route. Début des années 80, on a construit ce tunnel donc pour faire venir le vide de l'autre côté de la route et puis renvoyer le plein qui est mis en bouteille et enfui ici. Donc là, on arrive à la partie garde. Derrière ces murs, on a des tanks plats de 450 hectolitres pour la garde qui peut durer, selon les bières, de 1 semaine à 3 voire 4 semaines. Faire une bière, on ne peut pas le faire en 15 jours, c'est pas possible. Donc là, effectivement, nos derniers joujoux, entre guillemets, c'est les Hopgun pour toutes les bières qui sont houblonnées à cru. Je pense d'ailleurs abandonner celui de 50 kg pour en acheter un autre de 100 kg et avoir deux de 100 kg qui fonctionnent en parallèle. Donc avant, on a vu, je dirais, l'ancienne cave de fermentation mais qui est utilisée à plein. Et ici, on est en dessous des tanks cylindro-coniques, notamment pour les bières qu'on fait en grande quantité. Par exemple, la Meteor Pils. Bon, c'est juste pour te montrer les anciennes caves de garde. Donc là, évidemment, c'est un endroit qu'on n'utilise plus. Voilà, c'est vraiment pour voir les entrailles. Donc là, tu vois comment est-ce qu'on faisait la bière tout à fait autrefois? Dans ces grands foudres qu'on descendait par le plafond, là, il y a une trappe d'accès. C'est des explorations par ici, ouais. Je m'amusais à me faire peur, je me rappelle très bien de ces caves quand j'étais gamin. Ouais. Bienvenue à tous et à toutes, on se retrouve pour la suite de ce let's play sur Resident Evil Meteor, qui est toujours en accès anticipé, je le rappelle. Donc on s'était arrêté au niveau de cet ascenseur où il y avait un zombie, voilà, dans la salle des foudres, un zombie qui nous posait problème puisqu'on n'a plus de munitions, voilà, comme à ma grande habitude. Donc ce qu'on va faire, en fait, je me suis renseigné, il suffit de le laisser passer, voilà, donc je sais pas ce qu'il va faire. C'est son droit, hop, on va y aller discrètement, on va aller aux escaliers, voilà, ok, c'est ancien, ça se voit, ça se sent aussi. Tiens d'ailleurs ces cuves là, ça me fait penser, petite anecdote, jusqu'en 89, donc il n'y a pas si longtemps, les ouvriers de la brasserie, c'était précisé, ah, l'objet en bas on va le choper, c'était précisé dans la convention collective des brasseries d'Alsace, ils avaient droit jusqu'à 3 litres de bière par jour pour leur consommation perso. Ce qui est plutôt excellent. Ça, c'est pas excellent du tout. Donc, on va aller vite aller choper ce qu'il y a au fond. En espérant que ce soit des munitions. Abonnez-vous. Et il y a aussi des vestiges, quoi. C'est ça l'histoire de la brasserie Meteor. Pour finir, il y a un truc évident dont on n'a pas encore parlé. Pourquoi la brasserie Meteor s'appelle Meteor? Alors pourquoi est-ce qu'en 1925, mon grand-père et mon arrière-grand-père ont décidé ensemble d'appeler la brasserie Meteor, qui avant s'appelait Metzger et Hague? C'est parce que l'Alsace était redevenue française, donc il fallait trouver un nom qui colle aussi bien en français qu'en allemand. Et c'était la période où beaucoup de brasseries arrêtaient de s'appeler par le nom de famille des brasseurs ou par le nom du lieu où ils brassent, mais cherchaient des noms, c'était un peu du marketing avant l'heure quelque part, mais il y avait Comète, Ancre, Pêcheur, Tigre, toutes ces marques de bière qui pour la plupart ont disparu. Et Meteor s'inscrivait vraiment là-dedans avec un nom qui claque. Et en même temps, mon grand-père, mon arrière-grand-père ont toujours été fans d'astronomie et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ça reste un de nos hobbies. Et par exemple, pour la petite anecdote, on contribue à financer un petit programme du CNRS
dont l'objectif est de trouver les météorites qui tombent, qui touchent le sol en France. Et donc il y a tout un réseau de caméras qui par triangulation permettent de retrouver les météorites qui tombent sur la Terre, et une de ces caméras bien sûr est au-dessus de la brasserie. En tout cas, il y a encore énormément de choses à dire sur Météor, que ce soit la villa, le bar, l'histoire ancienne que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans ce très beau livre, le système de consigne qui est toujours d'actualité, ou les méthodes de travail des brasseurs et leur création éphémère. D'ailleurs, petit message, petite suggestion qui vaut ce qu'elle vaut, j'adorerais pouvoir boire une bière, déguster une création Météor, une single malt and single hop 100% Alsace qui du coup s'appellerait la Météor Smash. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Avec la visite qui durait 2 heures, j'ai essayé de réduire ça vraiment à l'essentiel, mais avec chaque objet de la collection, on peut embrayer sur une après-midi entière d'histoires et d'anecdotes. Et d'ailleurs, comme d'habitude, dès que j'ai un peu de temps, je vous mets du contenu bonus sur la chaîne secondaire. Si tu veux une anecdote, tu disais que j'étais tombé dans la bière. J'ai une photo là de moi où mes parents m'avaient déguisé en alsacien avec un biberon qui est plein de bière. Donc ça c'est moi, là je vais avoir quelques mois à l'été 1986. Okay. Donc effectivement, alors c'est sûr c'est pas très loi et vin, mais c'était la réalité. Ça n'existait pas. En fait pour moi Météor c'est bien plus qu'une brasserie. C'est un bastion de la culture brassicole, des traditions alsaciennes, et ça grâce à celles et ceux qui œuvrent depuis des décennies pour offrir une bière en accord avec son temps. Comme on a commencé cette vidéo avec Michel Hague, je propose de laisser le mot de la fin à Edouard. Où le but, c'est pas de faire des profits immédiats pour des actionnaires qui sont à l'autre bout du monde, mais c'est de réinvestir dans l'outil de production au bénéfice des salariés, des générations futures, de l'environnement, des consommateurs. Je crois que c'est vraiment ça notre état d'esprit. En tout cas, c'est vraiment de ces valeurs que je veux être le garant pour les années à venir. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. Portez-vous bien, à la prochaine, force et houblon. Là j'ai appelé ça lanterne de bullage.